À présent, je passe la main à notre représentant de l'Europe, Monsieur Thomas Garcia Ascarat. Pour rappel, Monsieur Thomas a déjà participé aux travaux du dernier colloque international sur la coopération euro-méditerranéenne organisé par notre laboratoire de recherche pendant le mois d'octobre 2019 et a apporté aussi sa grande contribution. Monsieur Thomas Garcia, donc à titre de rappel, est conseiller responsable de la coordination et de l'analyse économique à court terme des marchés agricoles à la Commission européenne et maître de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, ULB. Il est expert de la politique agricole commune de l'Union européenne aussi et occupe actuellement le poste du directeur adjoint du Conseil supérieur de la recherche scientifique à Madrid. Monsieur Thomas, bienvenue encore une fois parmi nous et à vous la parole. D'accord, donc d'abord je voudrais saluer monsieur le recteur et monsieur le président de l'université, monsieur le vice-recteur et vice-président de l'université, chers amis, chers collègues, mi querida amiga argentina también, del otro lado del mar, de nuestro mar común, océano común. Et les organisateurs m'ont donné la lourde charge de vous présenter l'expérience européenne à propos du Covid-19 du point de vue du système alimentaire. Et donc, j'ai préparé un petit document qui est quelque part. Ma présentation va se structurer autour de 4 points. Les 4 phases de la crise telle que nous l'avons vécue en Europe. D'abord, une phase chinoise. Une deuxième phase que j'ai, avec un peu d'humour, appelée le PQ, c'est héros. Le troisième, c'est l'adaptation, et le quatrième, c'est la quatrième phase, c'est la boule de cristal. Et maintenant, que vais-je faire? Donc demain, que va-t-il se passer? Donc, dans la diapo suivante, la phase 1, donc dans la diapo suivante, voilà. Au début, on a vu l'histoire du Covid-19 depuis l'Europe comme une affaire chinoise. C'est une pandémie chinoise, ça n'a rien à voir avec nous. Bon, certes, ceux qui vont en Chine doivent être un petit peu surveillés, mais enfin, la Chine, c'est très très loin. Il y avait certes dans cette phase un impact sur les exportations européennes des produits qui vont sur la Chine. On pense par exemple à la viande porcine, le vin et les alcools, qui voyaient limités par la paralysie progressive en Chine, mais disons c'était encore un impact lointain. On a commencé à être plus inquiet quand même toujours dans cette phase où ce n'était pas un problème en Europe, mais c'était encore un problème en Chine, quand on s'est rendu compte que la paralysie, l'arrêt en Chine, le blocage des ports, le blocage des fret maritimes commençait à poser des problèmes. D'abord, il n'y avait plus de bateaux. Ensuite, il n'y a plus de containers. Et ensuite, on a manqué d'un certain nombre de produits qui se font en Chine et qui servent tout le monde. Alors, on a beaucoup parlé des téléphones Apple et autres, mais chez nous, il y a quelque chose d'aussi bête que du papier d'emballage, par exemple, qui venait massivement de Chine et qui tout d'un coup a commencé à manquer dans les centrales de manipulation de fruits et légumes. Et donc, il y avait un certain nombre d'impacts, mais c'était toujours des impacts indirects qui venaient de la pandémie, de la crise chinoise. Dans la phase suivante, donc dans la diapo suivante, tout d'un coup, c'est la panique. La panique des consommateurs, tout d'un coup, c'est chez nous. On se rue sur les supermarchés, on achète de tout pour faire des stocks. Et là, le premier produit qui a manqué, ne me demandez pas pourquoi, c'est le PQ. Le papier toilette, les gens se sont précipités en masse sur le PQ, sur les lentilles, sur les riz, sur les pâtes, sur tout ce qui se conserve, sur les huiles, etc. Donc, une demande de tous les produits, une demande en flèche de tous les produits stockables. Et logiquement, comme les gens
dévalent les étalages. Les étalages sont vides. Comme les étalages sont vides, il y a des photos dans la presse. Comme il y a des photos dans la presse, il y a la conviction qu'on va manquer de produits. Comme on manque de produits, il y a plus de panique et on continue à dévaliser les restaurants. Donc ça, c'était les restaurants, les supermarchés. Donc dans cette phase de panique, tout d'un coup, de se rendre compte que c'était chez nous, les autorités s'alertent, on ferme les frontières à tout le monde. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a un manque cruel de main-d'œuvre parce que on a besoin de travailleurs émigrés, de travailleurs étrangers pour pouvoir faire les récoltes. On a besoin de Polonais et de Hongrois pour travailler dans les abattoirs en Allemagne. On a besoin de femmes principalement marocaines pour ramasser la fraise. On a besoin d'étrangers aussi en Italie pour récolter les fruits et légumes. On a besoin en Angleterre de gens des pays de l'Est. Tout d'un coup, un manque cruel de main-d'œuvre qui pose problème. Et toujours dans la même ligne, comme on ferme les frontières, on se rend compte qu'il faudrait quand même essayer de faire quelque chose pour que les aliments puissent rentrer. Mais il y a des embouteillages énormes aux frontières allemandes, autrichiennes, polonaises, etc., qui font que il y a un blocage dans la circulation des marchandises. Il y a même un problème, les stations-service ferment, les restaurants dans les autoroutes ferment, et on a beau à la fin essayer de réouvrir les routes, il faut bien que les conducteurs de camions puissent s'arrêter quelque part, boire quelque chose, manger quelque chose, dormir quelque part. Et donc, ça a été vraiment un moment de panique. On est passé donc on observe dans cette phase des changements de comportement des consommateurs. Le premier, on le voit dans le secteur des fruits et légumes, les consommateurs ont peur des fruits et légumes que l'on mange sans la peau. Donc, les agrumes, les oranges et les citrons ont un Eldorado parce que la vitamine C, c'est bon. Et en plus, apparemment, la rumeur a circulé que la vitamine C serait bon pour augmenter les résistances puisque c'est bon pour augmenter les résistances contre le froid, ça doit être aussi bon pour augmenter les résistances contre le Covid-19. Donc, la consommation, la demande d'agrumes et de citrons augmente beaucoup. La demande de pommes et poires augmente beaucoup, on peut les peler. Par contre, les fruits rouges, les fraises souffrent d'une désaffection de la part des consommateurs. Dans le même cas, tout le secteur HoReCa, hôtel, restaurant, cafétéria, ferme, et il y a des problèmes particuliers pour les secteurs, les producteurs qui produisaient spécialement ou qui vendaient beaucoup à ces secteurs-là. C'est le cas des fromages AOP, c'est le cas des vins, c'est le cas des agneaux de lait et des porcelets, par exemple, qui étaient surtout consommés dans les restaurants. Et on ferme les marchés à l'air libre, les marchés paysans, les marchés du dimanche ou du samedi. Et là, heureusement, les marchés ont été approvisionnés grâce à la distribution, qui a bien fonctionné malgré les paniques dont j'ai parlé auparavant. Et la chaîne alimentaire a été tendue, a beaucoup souffert, mais elle a tenu le coup. Elle a beaucoup souffert pour cause de main-d'œuvre, pour cause de transport, pour cause d'augmentation brusque d'un jour à l'autre de la demande de la part des clients, pour cause de fermeture d'un certain débouché, mais globalement, elle a tenu le coup, ce qui est louable au niveau de la résilience. On passe donc ensuite à la phase 3, où après la panique commence l'adaptation. Alors, l'adaptation, elle commence par prendre des mesures dans les champs pour
pour essayer de retrouver des travailleurs, mais il faut leur mettre des matériels de sécurité, il faut maintenir la distance de sécurité dans les champs, dans les centres de manipulation, dans les abattoirs, et tout ça, ça a un impact sur les coûts. Et donc, on voit comment les prix aux consommateurs commencent à augmenter, un petit peu, mais commencent à augmenter, sans que cela représente, sauf pour les cas exceptionnels où il y a eu une vraie hausse de la demande, je pense aux agrumes par exemple, ou aux pommes ou aux poires, sans qu'il y ait un impact réellement fort sur le prix aux producteurs. Un autre problème, c'est les camions. Parce que les camions peuvent partir avec des fruits et légumes, mais en général, le coût était partagé avec la charge du retour, quand le camion revenait plein. Mais maintenant, le camion revient vide. Et donc, le coût du transport augmente en conséquence. Dans cette phase d'adaptation, l'Europe commence à prendre des mesures. On assure des corridors alimentaires et pour que les camions puissent circuler librement et rapidement, puisque un certain nombre de produits périssables ne peuvent pas attendre des jours et des jours aux frontières. Et on commence à prendre des mesures pour des stockages publics de fromage, de viande porcine, de vin. Donc, de ce point de vue-là, de la part des administrations, ils commencent à prendre des mesures pour donner un peu de soutien moral aux producteurs. On continue avec l'adaptation dans le slide suivant. Voilà, donc dans le slide suivant, on signale le rôle positif de la distribution de proximité. Les supérettes s'en sortent beaucoup mieux que les hypermarchés. Donc, les gens commencent à être confinés, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas prendre la voiture, et donc sont autorisés à marcher pour faire des courses. Et donc, on va au marché du coin, à la supérette du coin, ce qui est une bonne nouvelle de nombreux points de vue, mais en tout cas a permis de résoudre l'approvisionnement des consommateurs. On voit aussi une hausse des ventes directes, des circuits courts, des produits locaux, Internet, Amazon. Beaucoup de producteurs s'organisent, font connaître leurs produits, lancent par Twitter, Facebook, etc. des campagnes pour arriver aux consommateurs. Et on voit un débordement des initiatives locales ou même éloignées, je pense à Amazon, pour arriver directement aux consommateurs de la part des producteurs qui ont des problèmes. Par exemple, les producteurs d'agneaux d'agneaux de lait et de porcelet qui allaient vers la restauration à 80% ont commencé à trouver une partie un peu de répit dans l'augmentation des achats directs de la part des consommateurs et le service de distribution correspondant. Et aussi, petit à petit, après une période de fermeture complète, on a commencé à réouvrir des marchés locaux ou des marchés paysans qui permettent aux producteurs, alors sous certaines conditions, en maintenant une distance de sécurité, bien évidemment avec des masques, de pouvoir s'en sortir. Et la phase 4, donc, c'est la boule de cristal. Et c'est que va-t-il se passer demain dans la filière alimentaire. Et alors, Hassan m'a pratiquement torturé pour essayer d'avancer quelques idées qui sont des prévisions et qui donc, pour lesquelles, si je me trompe dans ma boule de cristal, je vous demande d'être aussi généreux que vous le seriez avec une gitane qui vous prédirait l'avenir en regardant votre main. J'ai essayé de faire de mon mieux. La première chose, c'est que, évidemment, la crise passera. La crise que nous avons qui passera, mais le Covid-19 va rester. Et si le Covid-19 reste, la peur restera aussi, au moins jusqu'à qu'un vaccin soit disponible. Et on a beau dire, ça peut mettre du temps. On parle maintenant d'une nouvelle normalité,
pour au moins 2-3 ans au moins, dans lesquels on va devoir vivre avec la présence du vaccin. C'est vrai qu'en Europe, petit à petit, tous les pays sont en train de relâcher les mesures de confinement qui ont été imposées, une paralysie presque complète de l'économie durant 3-4 semaines même. Mais il faut savoir que le fait que les contraintes soient relâchées, ça ne veut pas dire que le Covid-19 disparaît, ça veut dire qu'il commence à y avoir de la place dans les hôpitaux si vous devez y aller. Ce qui est quand même pas très très rassurant. Mais c'est ce que ça veut dire. Le Covid-19 continue à être là. C'est vrai qu'on a amélioré les traitements médicaux et qu'on a fait des progrès, mais c'est aussi vrai que jusqu'à l'absence d'un vaccin, la vieille normalité ne va pas réapparaître. Et cela va s'ajouter à une crise économique profonde, plus ou moins longue, plusieurs années, je l'ai déjà parlé. Et là, les économistes se divisent entre ceux qui disent que la récupération va être en V, donc chute rapide, récupération rapide, en U, chute rapide, stabilisation négative et hausse rapide, en W, chute rapide, on remonte un petit peu, on rechute, on remonte un petit peu, ou en L, chute rapide et on remonte très très lentement. Et qui sait vraiment ce qui se passera à ce niveau-là. Ce qui peut être certain, c'est que nous allons avoir une société européenne plus duale, c'est-à-dire plus divisée, avec différentes dynamiques, comme on verra dans le slide prochain. Une partie de la société européenne va avoir du mal à s'en sortir. On va avoir une montée du chômage. Je pense en particulier, alors en Espagne, clairement, on a eu 83 millions de touristes l'année dernière. On mettra beaucoup de temps à les revoir et l'industrie touristique était une grande fournisseur, non seulement d'emplois, mais durant de nombreux mois aussi de demandeurs de produits agricoles, etc. Montée du chômage, importance des facteurs prix dans le choix, consommation des produits d'entrée de gamme, comme demande des consommateurs, et réaction des distributeurs qui, comme en 2018, à mon avis, vont limiter les charges, ils vont rentrer dans une guerre de prix, et pour rentrer dans une guerre de prix, il faut aussi limiter tes coûts de gestion, et donc vont limiter la gamme disponible, donner une bonne place aux produits d'entrée de gamme, marque blanche, de distributeurs et autres, et laisser moins de place pour des produits à plus haute valeur ajoutée. Donc, on va avoir des conséquences sur la demande des consommateurs et donc sur les stratégies des producteurs. Une autre partie s'en sortira un peu mieux, celle qui continuera à avoir du travail ou des revenus à peu près satisfaisants. Et là, on va d'abord, dans leur achat, y voir une plus grande importance du facteur santé et moins de consommation hors foyer. De nouveau, la crainte. La crainte, la peur du Covid va faire qu'on va aller moins au restaurant, on va aller moins de tapas, ce qui en Espagne va être une révolution psychologique majeure, moins de bougeottes touristiques, on va certainement voyager moins et voyager moins loin. Et ça, de nouveau, ça peut avoir des conséquences. D'ailleurs, pas seulement sur l'Espagne, mais aussi, je pense, au Maroc, qui est un pays avec une grande industrie touristique. À ça, on doit y rajouter le fait que la société européenne vieillit et que tout d'un coup, les vieux, alors les vieux sont ceux qui ont plus de 60 ans. Ben, les vieux, nous sommes passés tout d'un coup de l'âge doré à la catégorie des personnes à risque, sans rien au milieu. Et bien évidemment, ça rentre dans la psychologie du consommateur, dans la peur du consommateur d'un côté, qui va retenir au niveau des dépenses pour garder un peu de marge de sécurité, mais qui va aussi l'empêcher, comme je disais, de bouger, d'aller plus au restaurant, de sortir plus, etc. Et ça va aussi avoir des conséquences sur la demande de produits agricoles. On va avoir aussi une demande plus duale.
on va avoir une augmentation des achats d'ingrédients. Le mot vient d'une copine qui vit à New York, qui un jour invita sa cousine américaine à manger. Elle ouvrit le frigo et elle lui dit « Mais, tante, t'as pas d'aliments ici, t'as pas de nourriture, tu n'as que des ingrédients. » Ben oui, il y avait des tomates, des poivrons, des carottes, etc. Il n'y avait pas de plat préparé, il n'y avait pas de pizza toute faite, il n'y avait pas d'hamburger tout prêt. Il y avait les ingrédients. Et donc, on va continuer à cuisiner plus à la maison et à demander plus d'ingrédients et moins de plats préparés, etc. On va voir dans le même lien, les gens, on va voir plus de gens, crainte, budget, et puisqu'on est à la maison, commodité, le téléworking, donc le travail à la maison va s'imposer, et quand on va aller au bureau, on va venir avec sa tartine, comme diraient les Belges, ou avec son Tupperware de nourriture à la maison pour manger au bureau. L'idée d'aller manger en masse dans un restaurant ou dans une cantine avec 100 personnes autour de vous, etc., n'est pas très très rassurante. Et donc, entre le téléworking, donc le travail à la maison, les nouveaux horaires, les problèmes budgétaires, etc., on va avoir une augmentation de la demande d'ingrédients et de cuisine à la maison et une diminution de la consommation hors foyer, restaurant, etc. Dans ce contexte-là aussi, une augmentation de la demande de fruits et légumes qui sont bien connus pour leur qualité santé, 5 par jour, etc., de protéines végétales, légumes secs, puisqu'on cuisine plus à la maison, on va récupérer les bonnes vieilles recettes de grand-mère de notre pot-au-feu, cocido et autres couscous, de produits écologiques et paysans, mais à des prix abordables. D'un côté, parce que les producteurs vont contacter directement les consommateurs, et aussi parce qu'une partie de la distribution va vouloir tenir aussi ce créneau. À mon avis, on va avoir une diminution de la consommation de viande en général et des viandes chères en particulier. Je pense là à l'agneau de lait. Je pense aussi au steak Chateaubriand et autres. Et par contre, on va récupérer les autres morceaux, par exemple en viande bovine, puisqu'on cuisine à la maison. On va pouvoir sortir, trouver des débouchés pour des morceaux moins glorieux que l'entrecôte ou le contrefilet en viande bovine, qui peuvent très bien faire l'affaire pour des plats cuisinés, les pot-au-feu et autres recettes de grand-mère. Donc, de ce point de vue-là, on va avoir des changements dans la consommation, dans la structure de la consommation en Europe. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre à votre demande. Et bien évidemment, je suis disponible pour toutes les questions et débattre avec vous. Et après, on se retrouve sur Twitter, Facebook, LinkedIn, les services sociaux, et les réseaux sociaux, etc. Merci pour votre gentillesse et pour votre écoute. Merci à vous, Monsieur Thomas. Donc, permettez-moi de récapituler l'intervention de notre cher conférencier. Bien évidemment, la pandémie du coronavirus avait comme effet la hausse de la demande suite à la panique de la population. Et bien évidemment, cette hausse de la demande a entraîné donc automatiquement une hausse des prix. D'accord, mais la chaîne alimentaire européenne a tenu le coup suite à quelques mesures de soutien de la part du gouvernement. Bien évidemment, donc, on prévoit donc, que le confinement va arrêter, mais que donc, le virus sera toujours là, à moins qu'un vaccin donc, soit trouvé par les personnes donc, spécialistes. Merci encore une fois donc, à notre intervenant.